Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Ça fait un petit moment, je sais, et en plus de ça, je vous reviens avec une vidéo top 5 du mois de mai-juin, fin juillet. Rien ne va, clairement, hein. Mais il y avait quand même de très chouettes jeux dont j'avais envie de vous parler, donc je pense que la vidéo reste très intéressante, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la maintenir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de bon pendant ces mois de mai et juin? Eh bien, je dois dire qu'au niveau des sorties, c'était quand même relativement calme, je trouve. Et c'est pas plus mal parce que personnellement, ça m'a permis de jouer à des jeux plus anciens et des jeux notamment un jeu auquel j'avais déjà joué et auquel j'avais très envie de rejouer et qui se retrouve justement dans cette vidéo, mais il y a eu quand même quelques petites choses sympas au niveau des nouveautés, vous allez le voir. Et justement, le premier jeu de cette vidéo, c'est une nouveauté puisqu'il s'agit de Inkit. Inkit est un jeu de dessin et la particularité est que vous allez dessiner à l'aide de tampons. Alors chaque tampon, chaque forme est liée à une couleur. Donc par exemple les rectangles seront toujours jaunes, les ronds seront toujours rouges. Vous allez recevoir un mot et en un certain nombre de coups de tampon, vous allez tenter de le faire deviner. Alors je dis un mot mais vous verrez que parfois c'est un peu plus qu'un mot, ça peut être des expressions, c'est assez vaste. Au départ, on joue avec 5 coups de tampon, mais au fur et à mesure des manches, vous allez avoir de moins en moins de coups de tampon disponibles jusqu'à arriver à un seul coup de tampon. Au moment de la résolution, tout le monde donne son dessin à la personne qui doit tenter de relier les dessins avec les mots qui ont été mélangés. Il y a une variante dans le jeu qui propose de rajouter 2 mots supplémentaires pour semer un peu la confusion, pour complexifier un petit peu les parties. Moi, je conseille de jouer directement avec cette extension en fait. Je trouve que c'est bien mieux avec, donc moi je vous conseille vraiment dès le départ de rajouter les 2 mots supplémentaires. Pourquoi est-ce que ce jeu se retrouve dans ce top? Eh bien tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé la réflexion qu'il nous poussait à avoir. Bon, avec 5 coups de tampon, vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand ça diminue jusqu'à un coup de tampon, on rentre en fait vraiment dans la sphère du concept, comment simplifier au maximum en fait un concept pour le faire comprendre aux autres. Et même quand vous avez un coup de tampon, la place, l'espace que vous allez occuper sur la feuille, l'endroit où vous allez faire votre coup de tampon va avoir toute son importance. Vraiment, il faudra tenter de réfléchir à la façon d'être le plus percutant avec très peu de choses au final, avec un minimum d'informations qu'on peut donner. Bon, clairement c'est pas le jeu auquel je vais jouer tous les jours, hein, mais je vais avoir plaisir à le ressortir, je vais avoir plaisir à le faire découvrir aussi autour de moi et à voir un peu comment eh bien les gens s'en sortent, les gens arrivent à justement faire communiquer leurs idées avec les contraintes qu'impose le jeu. On peut faire un parallèle avec le jeu Forms, qui était aussi un jeu de dessin dans lequel on devait utiliser des formes, sauf que là chacun devait à son tour compléter le dessin en ne pouvant utiliser qu'une forme particulière. Et c'est vrai que ça fonctionnait pas toujours parce qu'il suffisait qu'une personne ait une idée qui n'était pas la même que la vôtre, parte dans une direction que vous ne comprenez pas et c'était un peu fichu. Donc moi je préfère largement Inkit et cette contrainte des coups de tampon qui diminuent au fur et à mesure des manches. Comme je vous le disais, j'ai profité du creux dans les nouvelles sorties pour rejouer à d'anciens jeux et notamment un jeu auquel j'avais déjà joué mais auquel j'avais envie de rejouer depuis pas mal de temps et maintenant du coup je peux vous en parler. Il s'agit de Vicomte des Royaumes de l'Ouest qui est définitivement mon Shem Phillips préféré. Bon, j'ai pas énormément de références en termes de Shem Phillips, j'ai joué qu'à Architecte et Voyageur du Tigre du Sud et j'avais aimé ni l'un ni l'autre. C'est un jeu de gestion de ressources, de deck building et les cartes que vous allez jouer conditionnent les actions que vous allez pouvoir faire, la force de votre action selon le nombre de symboles présents sur votre plateau joueur et cela conditionne également les déplacements de votre chevalier sur le plateau central. Il y a pas mal de choses intéressantes dans ce jeu, le deck building bien sûr, mais vous avez aussi sur votre plateau personnel une piste dont les jetons vont se croiser. Quand ils vont se croiser, ça va générer certains bonus qui vont accélérer la fin de la partie. La fin de partie justement, elle va être conditionnée par 2 decks, le deck pauvreté et le deck prospérité.
Quand un des deux decks est vide, la fin de partie se déclenche et c'est la personne qui va avoir la majorité des cartes de l'autre deck qui va marquer des points supplémentaires. Donc par exemple, si le deck pauvreté est vide, la personne qui aura le plus de cartes prospérité va marquer des points supplémentaires en fin de partie et inversement. Et ça en fait ça permet de maintenir un certain équilibre tout au long de la partie. C'est un jeu qui est extrêmement tendu, tant au niveau de la gestion des ressources que de vos déplacements, car la carte que vous allez jouer, elle va déterminer le déplacement que vous allez faire, ni plus ni moins. Donc c'est extrêmement tendu, donc il faudra bien calculer en fait vos déplacements, il faudra bien anticiper, il y a vraiment une bonne dose d'anticipation aussi. Il y a de l'amélioration de plateau personnel et pas mal de façons de scorer, mais si vous négligez le château central, vous allez le payer très cher. Donc ça c'est une petite faiblesse du jeu, parce que si vous passez à côté de ça et que vous négligez totalement le château, eh bien vos chances de gagner la partie, elles sont quand même nettement réduite. Donc voilà, ça c'est la petite faiblesse du jeu, mais sinon le fait de rejouer, ça a confirmé mon intérêt pour le jeu et pour le fait que vraiment c'est une valeur sûre. Le prochain jeu de cette sélection, c'est un jeu qui était dans mes attentes de l'année, c'est d'ailleurs un des jeux que j'attendais avec le plus d'impatience. Ce jeu c'est Backstories. Alors Backstories, c'est un jeu de Anthony Perron et Jules Messot. Jules Messot qu'on connaît pour Acropolis, qui a cartonné au moment de sa sortie il y a 2 ans. Et c'est vrai que depuis lors, eh bien, je regarde un petit peu ce que fait l'auteur, parce que j'attendais de voir ce qu'il allait proposer après Acropolis. Et quand j'ai vu qu'en plus ça allait être un jeu narratif d'office, il fallait absolument que je puisse découvrir ce jeu. Et c'est chose faite. Backstory, c'est en quelque sorte un livre dont vous êtes le héros, mais transposé en jeu de société. Donc vous allez être face à des choix. Ces choix vont modifier l'histoire en cours et vont vous amener vers une des fins possibles du jeu. Ça reprend un peu le système de Turing Machine, donc vous savez, ce système de cartes perforées, sauf qu'ici ça va être des actions, et selon l'action que vous allez faire, vous allez placer une carte derrière la carte action, vous allez lire l'encadré et ça va vous donner en fait le résultat de votre action. En plus de cette mécanique, vous allez voir que au fur et à mesure de votre avancée dans le scénario, il y a plein de petites mécaniques qui viennent se greffer, des mécaniques qui ne sont pas sans rappeler les mécaniques à la Unlock, donc des choses très très sympas qui n'apparaissent peut-être pas de prime abord en commençant le jeu, mais vraiment qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire. Et ça c'est très très bien, c'est très chouette. Vous verrez, il y a plein de petites choses sympas, en fait c'est bourré de bonnes idées. En plus de ça, ça tient en 1 heure, et c'est vrai que parmi les jeux narratifs auxquels j'ai pu jouer récemment, je peux pas dire qu'il y en ait beaucoup qui tiennent en 1 heure, donc je trouve que c'est chouette qui est ce genre de proposition. Donc en fait cette boîte-ci, elle contient un scénario. Ce scénario-ci, c'est Seul sous la glace. Donc en fait votre frère a disparu lors de son expédition au Mont Blanc, et en tant que sœur attentionnée, bien, vous allez bien sûr partir à sa recherche. Moi je n'ai qu'une hâte, c'est de voir les autres scénarios que vont nous proposer le duo d'auteurs. Je suis pas trop jeu de pli, mais c'est vrai que récemment il y a un jeu de pli que j'ai découvert et que pour le coup j'ai beaucoup aimé. Et ce jeu, c'est Rebelle Princesse. Donc dans Rebelle Princesse, les princesses se rebellent, elles ne veulent surtout pas recevoir de demande en mariage, donc on doit à tout prix éviter d'avoir un pli avec des princes, et pire que tout d'avoir la grenouille qui est le prince le plus sournois, puisque c'est un prince déguisé et qui vous fait du coup gagner pas mal de points. Le but c'est d'avoir le moins de points possible. Il y a plusieurs petites choses qui ont fait que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. La première chose qui est très bien pensée, c'est le fait qu'en début de manche on va devoir donner des cartes à nos voisins, et ça c'est une étape qui est cruciale. Il va falloir vraiment bien réfléchir aux cartes que l'on va leur donner, en sachant qu'on ne sait pas bien sûr ce qu'on va recevoir nous-mêmes de notre propre voisin. Et ensuite un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que chaque manche va être différente, parce que vous allez voir que vous allez mettre au hasard des cartes manches qui vont vous donner une façon particulière de jouer, et ça va être différent de manche en manche. On ne le sait pas à l'avance, c'est vraiment au début de la
la manche que l'on va révéler cette carte qui va nous dire combien de cartes on donne à nos voisins et qui va un peu conditionner la manche en cours. Donc par exemple ça va vous dire que il y a une personne qui va initier le pli et les autres joueurs vont jouer face cachée. Et voilà, il y a plein de petites mécaniques comme ça. Ce jeu, on y a joué en famille, ça a très bien fonctionné. Bon, bien sûr, c'est un jeu de pli, il faut avoir la logique du jeu de pli, ça vient vraiment au bout de quelques tours qu'on commence un peu à bien appréhender le jeu. Si vraiment on n'a jamais joué à un jeu de pli, il y a cette petite logique à avoir. Et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il n'y a pas besoin de faire un jeu de pli très compliqué pour que ce soit une belle expérience. Je dis ça parce que récemment, j'ai joué à King's Trick Taker, qui est un très bon jeu. Mais vraiment je me suis beaucoup plus amusée en jouant à Rebelle Princesse et pour moi il s'impose vraiment comme voilà, un de mes jeux de pli préférés tout simplement, et vraiment sans forcer. Et en plus de ça, je trouve que les illustrations sont incroyables. Et même l'édition, la qualité de l'édition est folle. Quand vous voyez ne fût-ce que la boîte qui est tout en relief, c'est hyper qualitatif. Donc vraiment, c'est un jeu qui m'a surprise, que je m'attendais pas autant aimer, mais que vraiment, voilà, j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Et enfin, le jeu qui m'a le plus marqué durant ces derniers mois, eh bien c'est un jeu qui prend la poussière dans mes étagères depuis très longtemps et que j'ai enfin eu l'occasion de sortir. Ce jeu, figurez-vous que c'est Great Western Trail. Dans Great Western Trail, on fait ce que font de mieux les cowboys, c'est-à-dire s'occuper des vaches. On va partir du Texas pour aller vendre nos vaches à Kansas City. C'est du deck building et plus on aura de vaches de races différentes dans notre main en arrivant à Kansas City, plus cela va nous rapporter de l'argent. On va aussi construire le plateau au fur et à mesure de la partie en venant poser nos propres tuiles qui viendront apporter de nouvelles actions, et on essaiera d'éviter à tout prix les bandits, les obstacles et surtout les tuiles de nos adversaires pour ne pas devoir leur filer de l'argent. Un des aspects cruciaux du jeu, c'est l'amélioration de nos plateaux personnels. Moi c'est toujours quelque chose que j'adore dans les jeux de société. Du coup j'étais très contente de retrouver ça dans Great Western Trail. Vous allez améliorer en fait votre plateau quand vous allez embaucher du personnel supplémentaire, mais aussi quand vous allez livrer vos vaches. En fait à chaque fois il y a un petit pion de votre plateau qui va être enlevé et qui va vous donner des actions plus puissantes. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce jeu, c'est le rythme. En fait vous allez toujours caler votre rythme à celui de vos adversaires. Vous pouvez très bien avancer tuile par tuile et du coup faire toutes les actions que vous pouvez sur votre chemin, ou vous pouvez aussi faire un maximum de déplacements autorisés pour aller le plus vite à Kansas City. Mais en fait votre choix va être guidé par ce que font vos adversaires, parce que vous ne devez pas vous laisser distancer, et ça vraiment c'est de l'interaction indirecte que j'ai adoré dans le jeu. Et bien sûr le fait de venir construire le plateau au fur et à mesure de la partie, c'est très chouette, puisque ça veut dire que d'une partie à l'autre vous n'allez pas du tout avoir les mêmes actions en jeu, vous n'allez pas du tout avoir la même configuration, et du coup vous n'allez pas avoir deux parties semblables, et ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Pour toutes ces raisons, voilà, je ne m'étonne plus en fait que Great Western Trail se retrouve dans le top de BGG depuis des lustres. C'est un jeu d'Alexander Pfister, moi je suis très contente vraiment de l'avoir découvert, surtout que le seul autre jeu de cet auteur auquel j'avais joué, c'était Cloud Age, qui m'avait laissé un souvenir assez mitigé au final. Pas un mauvais jeu, mais rien de très remarquable finalement. J'ai aussi Expedition à New Dale, je sais pas si vous le voyez peut-être comme ça. J'ai aussi Expedition à New Dale là, qui attend d'être joué aussi depuis des lustres. Mais en tout cas là ça m'a remotivé, non seulement à rejouer à celui-ci, parce que vraiment il est excellent, et je sais que voilà, mes parties ne seront jamais les mêmes, donc clairement j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de le faire découvrir autour de moi. Et du coup j'ai aussi très envie de découvrir Expedition à New Dale. Si vous y avez joué, donnez-moi votre avis pour savoir un peu à quoi je dois m'attendre. Bon, les retours étaient assez bons et c'est pour ça que je l'ai pris, mais voilà, si vous y avez joué, dites-le moi. C'était donc le top 5 des mois de mai et de juin. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez joué au jeu que j'ai présenté dans ce top. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à vous abonner bien évidemment. Si vous voulez être tenu au courant de toutes les sorties vidéo sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!